Bonjour Yohann Gillet. Bonjour. Monsieur le député, merci beaucoup d'être avec nous ce lundi matin sur Objectif Gare. Alors c'est une journée importante à l'Assemblée nationale avec la future loi immigration qui est portée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, un ministre que vous avez auditionné vous-même. Est-ce qu'il vous a convaincu, monsieur Gillet? Oui, il m'a convaincu de son incompétence et de son inconséquence. Parce qu'en l'occurrence, Gérald Darmanin nous présente un texte qui est affiché comme étant un texte pour lutter contre l'immigration irrégulière. Et c'est un texte qui, en réalité, va accentuer l'immigration clandestine notamment, puisque ce texte va créer de nouvelles filières d'immigration, que ce texte va permettre également de rendre automatique la délivrance de certains titres de séjour dans certains cas. Bon, il y a des critères pour ça. Oui, il faudra juste déposer plainte. Pour, en fait, un clandestin en France qui déposera plainte contre son employeur, non déclaré évidemment, ou contre son marchand de sommeil, se verra automatiquement délivrer un titre de séjour d'1 an. Ce qui est proprement scandaleux parce que ça va engendrer effectivement des fausses plaintes. Dans cette loi immigration, il y a un autre pendant quand même, il faut le reconnaître, c'est la possibilité effectivement d'accélérer les OQTF, c'est-à-dire les départs du territoire. Oui, alors il y a aussi... Ça permet quand même, la réalité c'est quand même celle-là. Il y a aussi et surtout l'article 4 bis, qui est en réalité le jumeau du fameux article 3 dont on a beaucoup parlé, qui permet de régulariser les clandestins et donc des personnes qui ne respectent pas les lois de la République. Sur les OQTF, en réalité, ce texte ne va rien changer. Il y a quelques mesurettes qui permettent d'accélérer les procédures. Sauf que le problème des OQTF, en France, on délivre beaucoup d'OQTF, donc expliquons-le, ce sont les obligations de quitter le territoire. Quelqu'un dont on ne veut plus pour telle ou telle raison, parce qu'il a été condamné, on lui délivre une OQTF, il doit quitter le territoire sous 1 mois. Et s'il ne le fait pas, on est censé l'expulser. Mais pour l'expulser, il faut pouvoir obtenir des laissez-passer consulaires. C'est un document, un accord finalement du pays d'origine. Sauf que les pays d'origine ne respectent pas la France et ne nous délivrent pas ces laissez-passer consulaires. Et en cela, le texte ne prévoit rien. Alors qu'il y a des solutions. Nous, on a proposé en commission des lois et on continuera de le proposer en hémicycle à partir de cet après-midi, des mesures très claires. On propose notamment de sanctionner les pays qui refusent de délivrer ces laissez-passer consulaires. Et ces sanctions passent par quoi ? Sanctions financières, par exemple, en coupant toutes les aides de développement aux pays qui refuseraient de nous délivrer ces laissez-passer consulaires, et également quelque chose de plus diplomatique qui permet de couper les visas à l'ensemble des ressortissants des pays en question. En prenant le risque de ne plus avoir d'activité commerciale avec ces pays aussi. Non, mais soyons clairs, ces pays-là, si on leur coupe les aides financières dont ils ont besoin de gaz, ils sont producteurs aujourd'hui. Ils sont producteurs, mais ils ont besoin aussi de notre argent. Pour preuve, c'est qu'on leur verse des millions, des milliards d'euros chaque année. Et donc, si on coupe ces aides financières et qu'en plus on ne délivre plus aucun visa à leurs ressortissants, croyez bien qu'ils finiront enfin par respecter la France. Marine Le Pen a présenté effectivement un peu des contre-mesures de cette loi immigration, expulser les étrangers en lien avec le terrorisme, déchoir de leur nationalité des binationaux et poursuivre les nationaux pour intelligence avec l'ennemi. On parle bien de cette frange-là, radicalisée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de faire ça dans un état de droit ? Bien sûr, mais ça se fait dans beaucoup de pays dans le monde. Il faut expliquer aussi les choses. On a des terroristes qui ont la double nationalité et qui gardent leur double nationalité. Non, un double national doit perdre sa nationalité. C'est le cas du terroriste de Paris, qui était franco-iranien. Il avait déjà été condamné pour terrorisme. Il aurait dû être déchu de sa nationalité française et être expulsé. Mais je vais aller plus loin. Il est devenu français comment ? Il est devenu français par le droit du sol. Il n'aurait pas dû devenir français, parce que le droit du sol, il faut aussi expliquer ce que c'est. Vous avez des parents étrangers. Vous naissez en France et donc vous devenez automatiquement français à 18 ans si vous n'avez pas demandé votre nationalité française. Sans la demander, sans même la vouloir, vous devenez français. Ça, c'est scandaleux et donc on propose de mettre fin à ce dispositif. Sur ce cas précis de Bir Hakeim, on va quand même dire que ce terroriste présumé souffrait de problèmes psychiatriques aussi. C'est pas parce qu'il était étranger ou binationaux ou français. Il avait avant tout des problèmes psychologiques et que, comme le ministre l'a rappelé de l'Intérieur, il y a peut-être eu des dysfonctionnements médicaux. Un radicalisé et un terroriste est forcément quelqu'un qui est atteint psychiatriquement. Donc c'est pas une excuse. C'est pas ce que je dis. Finalement, on s'en fout qu'il soit atteint de telle ou telle maladie. C'est un terroriste. Il fait prendre un risque au pays, il fait prendre un risque aux Français, et donc en cela, on doit le mettre hors d'état de nuire. Gérald Darmanin rappelle quand même qu'il vous attend pas pour expulser des terroristes étrangers, puisque depuis janvier, il en a déjà expulsé plus de 90. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que Gérald Darmanin passe son temps à faire de la communication. La réalité, c'est que sur les OQTF, par exemple, Gérald Darmanin est le plus mauvais ministre de l'histoire de France. Ça varie entre, oh oui, il le sait, hein, entre 7 et 12%. Vous lui avez dit quand vous l'avez vu en audition? Oui, je lui ai dit, mais c'est très bien ce que je pense de lui. Entre 7 et 12% d'exécution d'OQTF seulement, alors même que ses prédécesseurs de gauche arrivaient à faire un peu mieux, vous voyez. Donc, en cela, non, c'est pas satisfaisant. Et puis sur les terroristes, excusez-moi, mais il ne prend pas conscience de la réalité des choses. Il ne prend aucune mesure pour lutter en réalité contre l'islamisme et contre le terrorisme. Parce que s'il voulait vraiment, il dit par exemple qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne radicalisée à surveiller. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais sauf que vous avez un tiers, au minimum, un tiers des personnes radicalisées sous surveillance par les services de renseignement qui sont étrangers. Expulsons-les. Si on les expulse, on n'aura plus que les Français radicalisés à surveiller. Bon, en tout cas, cette future loi immigration, elle a du souci pour les prochains jours, les prochaines semaines, puisque ce lundi, à 16h, il y a une motion de rejet à l'Assemblée nationale qui a été proposée par Europe Écologie Les Verts. Quelle est la position du Rassemblement national? Écoutez, je serai en réunion avec Marine Le Pen à 15h ou 15h30, juste avant le texte. On va vous libérer, on va pas vous garder trop longtemps. Alors. Et donc, c'est là que l'on décidera de savoir si l'on vote ou non cette motion de rejet, mais je voudrais expliquer ce qu'est cette motion de rejet. Finalement, c'est un texte présenté qui permet de balayer le texte, et en gros, si cette motion est adoptée, il n'y aura pas de discussion. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, que l'on vote ou non cette motion de rejet, ça c'est une décision que l'on prendra. Si le débat devait avoir lieu sur l'immigration, eh bien nous voterions contre ce texte, comme nous l'avons fait en commission des lois là il y a 10 jours. Pourquoi? Même si au départ Marine Le Pen avait dit que c'était moindre mal et qu'elle se posait la question de le voter quand même. Non, parce que le texte vous avez changé d'avis. Le texte était différent. Le texte a évolué. Il faut rappeler plusieurs choses. Le texte est passé d'abord par le Sénat. Il a été enrichi plutôt positivement par le Sénat, il faut le reconnaître. En revanche, il y a eu aussi quelques escroqueries médiatiques, on va dire, dans ce texte, puisque l'article 3 qui avait été présenté par le gouvernement, qui permettait de régulariser massivement les clandestins travailleurs, a été sorti, mais en réalité a été réintroduit avec la complicité des LR sous la forme de l'article 4 bis qui, à quelque chose près, revient strictement au même. Oui, mais qui était à la main quand même des préfets. Donc les préfets avaient la possibilité ou non après de l'appliquer. Non, parce que les préfets, dans cet article 4 bis, ont des critères très précis à respecter, et si le clandestin respecte ces critères, il est du coup régularisé. Donc en gros, vous venez en France illégalement, vous rentrez en France illégalement, vous travaillez illégalement, au bout de 8 mois de travail illégal, eh bien, vous êtes régularisé. C'est scandaleux, c'est une prime à la clandestinité. Allez, toujours sur le même thème, la semaine dernière, vous êtes allé à Calais. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce rendez-vous? Je sais que vous avez visité également le centre de rétention de Calais. Oui, alors pour expliquer ce que je faisais à Calais, j'étais à Calais avec ma collègue Edwige Diaz, qui est députée de Gironde. On est tous les deux co-référents. On a été nommés par Marine Le Pen pour être les référents du RN sur le texte immigration. Et donc, on a fait tout un tas de déplacements, dont Calais la semaine dernière, effectivement. Eh bien, à Calais, il y a une ambiance très particulière. Je ne sais pas si vous connaissez Calais. Vous arrivez à Calais, vous avez des barbelés partout. Vous avez des murs de 3 mètres de haut partout. Les stations-service sont entourées de murs de 3 mètres avec des barbelés, tant la pression migratoire est forte, tant il y a des migrants partout, il y a une invasion qui est assez hallucinante. Encore aujourd'hui oui, et j'ai envie de dire surtout aujourd'hui, parce qu'en réalité, la fameuse jungle de Calais qui avait été démantelée en ça 2016... a disparu. Vous expliquez qu'en fait, désormais, c'est des petits groupes qui sont installés, c'est ça? Aujourd'hui, vous n'avez plus une grosse jungle avec 10 000 migrants, comme c'était le cas jusqu'en 2016. Vous avez plein de camps qui sont éparpillés partout. Tous les 2 jours, ces camps sont démantelés par les forces de l'ordre, et tous les 2 jours, ils réapparaissent ailleurs, et c'est un vrai problème. Et donc, finalement, Calais ne fait que confirmer que la pression migratoire en France est beaucoup trop forte, que les choses vont beaucoup trop loin, et que l'État ne sait pas... Même si c'est quand même une partie des étrangers de passage, parce qu'ils veulent souvent aller en Angleterre. Oui, mais sauf qu'ils n'y arrivent pas à aller en Angleterre, ou très peu, parce que en réalité, on le sait, l'Angleterre sait protéger ses frontières, contrairement à la France. Et donc, quand on a cela, il faut se dire qu'il faut commencer par protéger nos frontières. Quand vous avez une fuite d'eau chez vous, vous commencez d'abord, avant de la faire réparer, par couper l'eau, c'est du bon sens. Et ben là, c'est exactement pareil. Et on a là, en plus,
si vous voulez, quelque chose qui est pas du tout humain, parce qu'on a des migrants qui vivent dans des conditions déplorables, qui vivent dehors, dans des tentes, dans la boue, dans le froid. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, il faut couper les pompes aspirantes, il faut aussi protéger nos frontières, il faut empêcher les clandestins de rentrer sur le territoire, parce qu'en plus, on leur donne de l'espoir, on leur fait croire qu'on peut venir en France et après qu'il y aura un Eldorado et qu'ils vont vivre une vie heureuse. Et la réalité est tout autre. Et d'ailleurs, moi, j'en veux énormément aux associations qui sont ultra subventionnées, ces associations qui se disent de gauche, qui se disent humanistes et qui entretiennent cette immigration et qui, et je l'ai constaté à Calais, viennent nourrir les migrants. On va pas laisser les gens crever de faim non plus, Monsieur sûr. Gillet. Mais je suis d'accord. Donc ces associations, elles font aussi ce travail-là. Elles sont en lien avec les passeurs qui les font venir. Et là, c'est scandaleux. Ces associations, elles les font venir parce qu'en fait, c'est leur fonds de commerce. Ces associations, elles ne sont pas composées de bénévoles. Elles sont composées de salariés et elles touchent des millions d'euros. C'est 1 milliard d'euros, quasiment 981 millions d'euros en France qui sont déversés à ces associations qui favorisent l'immigration. C'est scandaleux. Et en fait, elles vivent sur le dos de la misère humaine et sur le dos de nos compatriotes évidemment, mais sur le dos aussi des migrants qui souffrent. Une toute dernière question, parce que vous êtes beaucoup à Paris, c'est un moment clé aussi pour le Rassemblement national. Finalement, même si vous êtes contre cette loi immigration, même si vous critiquez vertement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est un moment clé pour le Rassemblement national parce que l'immigration fait partie d'un sujet phare aujourd'hui au sein de votre mouvement. Il n'y a pas que celui-là. On va rappeler quand même que la priorité des Français, c'est pas que l'immigration ou la lutte contre l'immigration. Il y a bien d'autres sujets, notamment des sujets économiques. Mais pour revenir un peu en local, on vous voit beaucoup sur les plateaux de télé parisiens, vous travaillez beaucoup à l'Assemblée nationale. Quid de Nîmes ? Vous êtes un peu moins présent peut-être à Nîmes. Et est-ce que c'est finalement un peu la loi du genre pour les parlementaires ? Il faut travailler à Paris. Non, mais il faut travailler partout. Moi, j'arrive à travailler partout. Je pense qu'on ne peut pas dire de moi que je ne suis pas présent localement. C'est pas ce que je dis. Il y a 7 jours dans la semaine. Vous êtes très occupé à Paris. Je fais 4 à 5 jours par semaine en ce moment à Paris parce que le travail législatif est dense et je fais le reste du temps en circonscription, sur le terrain, au contact des habitants, au contact des professionnels, des entrepreneurs et je ne prends pas un jour de repos, ce qui me permet d'être très présent. Les Nîmois que vous rencontrez sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vous disent à l'heure actuelle ? Les Nîmois sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Oui, ils sont inquiets pour leur pouvoir d'achat. Cadeaux pour Noël. Évidemment, sur le pouvoir d'achat, ils sont inquiets sur l'immigration, sur la sécurité. Il y a beaucoup de problèmes en France. Ils m'encouragent aussi parce qu'ils suivent mon actualité. En tout cas, moi, j'essaie de faire savoir aux habitants de la circonscription quel est mon travail et ce que je fais. Je pense que c'est important. Souvent, on ne se rend pas compte du travail des parlementaires. Moi, j'essaie de leur faire savoir quel est mon travail et en cela, ils m'encouragent. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi que je suis député, beaucoup, même qui n'ont pas forcément voté pour moi, reconnaissent que je suis là, que je fais le travail et que je défends le territoire. Merci, monsieur le député, monsieur Gillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.